Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 01 TV. Vous le savez, comme chaque mois, c'est votre rendez-vous avec les plus belles images, le plus beau son, les plus belles séries. Il s'agit de l'ultra haute émission. Merci d'être là, bienvenue. Et pour ce numéro 17, au sommaire, eh bien, la razzia des services de SVOD eh bien, aux Oscars, des statuettes comme il en pleuvait du côté de chez Amazon, Netflix et Warner, on en parlera tout à l'heure. Le top 5 des séries du mois, ce sera avec notre partenaire Sens Critique et Guillaume Boutin qui va nous dire un petit peu les séries qui buzzent actuellement sur ce site. Et puis on découvrira un nouveau service qui vient d'arriver sur les télés Sony. Il s'agit du service Braviacor. C'est un service de SVOD qui est intégré à partir du moment où on achète une télé Sony. Un porte-parole de Sony France viendra nous parler de tout cela. Voilà, vous savez tout. Merci de nous suivre comme chaque mois. C'est parti pour l'ultra haute émission sur 01 TV. Voilà, l'UHE disponible bien sûr sur YouTube, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01net.com et puis sur vos box préférées, sur les box SFR Orange, Free et aussi par satellite sur FranceSat. Ravi de vous retrouver avec nos deux invités qui sont là et qui sont les piliers en quelque sorte de l'ultra haute émission. Pascal Le Chevalier, salut Pascal. Salut François. Spécialiste de la SVOD, consultant chez Watshot Media et puis Guillaume Boutin, bien sûr, fidèle au poste. Salut Guillaume. Salut François. Cofondateur donc de Sens Critique. On a plein de bonnes choses à se raconter aujourd'hui et on va commencer bien sûr par l'actualité de la SVOD avec Pascal. Et je vous rappelle aussi le hashtag UHE sur Twitter si vous voulez réagir, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec Pascal, avec Guillaume, vous pouvez vous écharper sur Twitter. En tout bien, tout honneur, bien évidemment, le hashtag UHE. Pascal, donc, l'actualité de la SVOD, évidemment, comme chaque mois, ça bouillonne, ça part dans tous les sens. Et c'est la cérémonie des Oscars qui a été complètement bouleversée. On n'a jamais vu ça. Alors, évidemment, le contexte est un peu particulier, puisque le cinéma était en berne durant cette année 2020. Mais les services de SVOD ont quasiment tout raflé cette année. Oui, alors, en fait, l'Académie des Oscars a été pragmatique. Comme il n'y avait pas de film en salle, c'était difficile d'organiser une cérémonie sans film. Ou alors elle aurait duré 3 minutes. Voilà, donc en fait, films, ils ont changé le règlement. Il a fallu commencer par ça, en disant que les films qui n'étaient pas passés par la salle pouvaient avoir des récompenses. Et évidemment, tous ceux qui ont eu des récompenses, c'est forcément les sites de SVOD, parce que c'est les seuls à avoir sorti des films. Alors le truc incroyable, c'est que Netflix a battu tous les records de présentation de nominations, 36 nominations. Au final, ils ont récolté 7 prix. Amazon en a récolté, je crois, 2. Disney, maintenant qu'ils ont Disney+, ils en ont eu 5. Et Warner, 3. Ce qui fait qu'au total, finalement, ce ne sont que les streamers, les sites de SVOD, qui ont remporté l'essentiel des prix. Alors, pour l'anecdote... Avec des films, quand même, attention. Que des films. Voilà, ce sont des vrais films qui, pour la plupart, devaient sortir au cinéma, bien sûr, accessoirement. Bien donc, sûr. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, ça n'a pas été une adaptation très, très poussée, finalement. Alors, sauf pour Manque, qui est le film emblématique de l'année. Qui devait sortir en streaming. Qui devait sortir qu'en streaming, qui a eu 10 nominations, qui a récupéré 2 statuettes. Et au bilan, en 3 ans, Netflix, qui fait tout pour devenir vraiment le mini-studio hollywoodien spécialisé dans la SVOD pour le cinéma, en 3 ans, ils auront eu 13 nominations. Et comme je dis, 13 nominations pour un ex-vendeur de DVD par la poste, c'est quand même pas mal. Et un truc qui est amusant, je trouve, c'est que dans ce que tu disais, c'est que jusqu'à maintenant, ils avaient quand même du mal à obtenir leurs Oscars avec leurs films qu'ils avaient eux-mêmes produits. Et il faut qu'ils aillent acheter des films qui étaient prévus pour la salle, produits pour la salle, et c'est une partie de ces films-là, en fait, qui vont leur amener les Oscars. Donc il y a des vraies questions à se poser, je pense, que tout le monde se pose, sur la production Netflix, sur la manière dont ils ont de produire les films et de sortir des vrais films à Oscar. Et puis il y a aussi peut-être le désamour, enfin en tout cas la haine du vrai cinéma face à Netflix aussi. C'est-à-dire que alors après, les producteurs de cinéma étaient coincés parce que ces films étaient prévus, comme tu le disais, pour sortir en salle. Ils ont été diffusés sur Netflix, donc ils étaient forcément compatibles cinéma, puisqu'au départ ils avaient été conçus pour ça. C'est ça qui est étonnant. Alors il y a quand même quelques films, il y a quand même Nomadland, qui est le vainqueur qui va sortir en salle, Cocorico, mais qui est sorti en salle et en streaming
sur Hulu, donc qui Mais appartient à qui Disney. est quand même allé jusqu'à la salle. Donc il y Oui, a un bien petit, sûr. Mais je rappelle que les Américains sont vraiment en train de rentrer dans le chemin de toute façon, bien sûr. du day and date, sortie salle et cinéma simultané. Netflix a racheté 2 cinémas pour pouvoir le faire. Et Scott Stuber, qui est le patron du cinéma chez Netflix, je vais le citer, a dit nous voulons tous être reconnus par nos pairs comme les meilleurs de la classe. Donc ça revient à ce que tu dis. Netflix aujourd'hui fait tous les efforts C'est dingue. pour pouvoir rentrer et devenir en fait un vrai studio, quoi. Est-ce qu'avec cette pandémie et cette cérémonie des Oscars atypique, finalement, les services de SVOD n'ont-ils pas ouvert la boîte de Pandore? C'est-à-dire que maintenant, comme ils ont été récompensés cette année, ils le seront l'année prochaine et dans les années qui viennent, alors que c'était plus compliqué avant. C'est pas certain, parce que là, si on peut imaginer qu'on va reprendre une vie normale à peu près dans les salles, il y a quand même beaucoup de très très bons films qui ne sont pas sortis, qui vont sortir. Là, pour le coup, les 6 prochains mois vont être très très riches en termes de films, salles. Donc, faut voir s'il n'y aura pas un petit retour de bâton. Puis ça dépend de la réglementation. Je rappelle que l'Académie des Oscars avait modifié le règlement pour pouvoir primer des films qui n'étaient pas passés par la salle. Si la norme revient à ce qu'elle était avant, c'est-à-dire d'abord la salle pour pouvoir concourir, c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs en France et pour les Césars ou pour le Festival de Cannes, un film qui n'est pas sorti en salle ne serait pas éligible, donc on va voir ce qui se passe. Ce qui voudrait dire par exemple que pour les prochains Oscars, tous les films Warner qui ne sont pas sortis en salle en 2021 ne pourraient pas concourir. Mais après, mais ils gardent les meilleurs. Ils gardent Dune. J'ai un trou, il y en a un deuxième important. Enfin bref, notamment Dune qui garde quand même pour la salle. Mais à mon avis, moi, le vrai changement, le vrai impact de ce changement, ça va être le day and date, c'est-à-dire que de plus en plus, les films vont sortir en même temps. Enfin, je parle aux États-Unis, pas en France. Les films vont sortir en même temps sur les plateformes et en salle. Et par rapport à la question que tu posais, la pandémie, de toute façon, les pandémies, les phénomènes comme ça, je pense, un petit peu universels, ne font qu'accélérer une tendance. Il y avait déjà la tendance, la pandémie est arrivée derrière on a gagné peut-être, je ne sais pas si on a gagné ou perdu, mais en tout cas, il y a eu peut-être 3 ans d'évolution en une année, en fait. Oui, c'est ça. Tiens, on parle donc justement de ce day and day, tu le disais, qui n'est pas possible en France, puisqu'il y a une chronologie des médias qui est un peu ancestrale, il ne faut pas se voiler la face, qui est un petit peu vieillotte, qui est en train d'être renégociée. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, les amis, vous qui êtes au cœur du réacteur, vers quoi se dirige-t-on? C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Guillaume. C'est difficile de parler quand on n'est pas au cœur de ce réacteur, c'est-à-dire dans la négo. On n'est pas au cœur du réacteur. Non. Voilà. Nous, on est observateurs. Mais vous n'êtes pas loin quand même. Oui, mais là, en ce moment, on sait qu'il y avait des échéances, une première échéance au 31 mars, où les professionnels du cinéma se sont mis d'accord en proposant une chronologie qui apparemment n'a pas été acceptée et par la première chaîne privée qui est Canal et par les chaînes en clair. En fait, le vrai sujet, c'est de dire où va-t-on arriver à caser la SVOD pour qu'elle ne nuise ni à Canal, ni aux chaînes en clair, c'est-à-dire à la chronologie existante, quel que soit d'ailleurs le niveau de contribution. Et toute la discussion tourne autour de ça. Et puis j'imagine que Netflix ne se laisse pas faire. Enfin, il y a tout. Netflix est parti faire du lobbying aussi à Bruxelles, voilà. puisque je rappelle que c'est une réglementation européenne qui ensuite est adaptée pays par pays, avec des niveaux de contribution et d'obligations qui peuvent changer. Ils sont différents. Certains pays ont décidé de ne pas mettre d'obligations. Alors qu'en France, elle est quand même assez forte. Oui, mais ça c'est propre à la France. C'est l'exception culturelle française, qui est un modèle qui est très vertueux et qui est très bien. Qui touche à certaines limites aujourd'hui avec mais on peut comprendre que Netflix, s'ils mettent beaucoup d'argent, ça peut être des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Moi, j'ai la conviction que c'est qu'une question de temps, que la fenêtre qui permet à Netflix de diffuser des films va se raccourcir. Aujourd'hui, elle a 3 ans. Il est raisonnable de penser que dans quelques mois, peut-être l'année prochaine, mais qu'elle arrive dans les 18 mois, voire plus. Parce que voire moins. Ou plus. Ouais, moi je crois. Ça n'engage que moi, mais je crois pas. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas demander à Netflix de remplir peu ou prou les mêmes obligations qu'un canal qui a le droit de diffuser ses films à 8 mois, et Netflix qui doit attendre 36 mois, c'est pas possible. Alors attention. C'est pas exactement les mêmes obligations, mais c'est le même type d'obligation. Et puis qu'est-ce que... Et là, l'écart est trop important. Oui, mais que va vouloir accepter Netflix par rapport au cinéma, qui n'est pas non plus l'essentiel de son activité et on sait aujourd'hui qu'ils ont annoncé pour 2021 71 films. C'est devenu très... c'est ce qu'on disait aussi avec les Oscars, c'est que le cinéma, les films, mine de rien, sont devenus très stratégiques parce que, globalement, de ce qu'on comprend, c'est que les gens qui consomment des séries,
ils ont encore de la croissance, ils en ont encore sous le pied, mais il y a un moment, si tu veux, tu auras eu tous les gens qui matent des séries, mais tu as encore des gens qui sont très attachés au film, et que justement, leur stratégie d'avoir acheté, d'avoir annoncé 71 films pour 2021, et des vrais films avec des vrais castings, des vrais réals, etc., plus de 10 milliards derrière d'investissement, ça prouve quand même qu'ils veulent aller sur le cinéma. Alors après, le marché français, c'est un petit marché pour eux, hein, mais globalement, ils feront tout pour bouger la chronologie. Deuxième titre, c'est toujours aux USA, c'est la TV payante qui est en train d'être enterrée par le streaming. Voilà, alors c'est la suite logique de ce qu'on est en train de constater, c'est que les bouquets de chaînes payantes aux États-Unis, que ce soit Epix, Starplay, etc., sont en fait sont des offres qui sont en train de s'amenuiser, n'ont plus vraiment d'intérêt auprès. Qui sont des équivalents de Canal+, c'est ça? Ouais, enfin des chaînes thématiques. Des petites chaînes. Surtout, ils sont petits en fait leur truc, parce qu'ils font du linéaire et du replay comme tout le monde. Donc ça s'apparente à des services de SVOD. Mais au final, c'est des petits acteurs. Et donc souvent, d'ailleurs, qui sont absorbés par les gros. Enfin, regarde, par exemple, Starzplay, en France, c'est Canal+, qui a récupéré dans MyCanal. Et aujourd'hui, et pour le même prix, hein, c'est-à-dire que tout le catalogue Starzplay est arrivé dans l'offre MyCanal. Alors ça produit quelques séries quand même, plutôt de qualité, plutôt des bien, séries de Stephen King, des choses comme ça. Mais c'est pas mal. C'est Epsilon à l'échelle. Ce qu'il faut dire, c'est que ces chaînes-là, en fait, elles nourrissaient les câblos. Et je rappelle qu'aux États-Unis, les câblos étaient vraiment localisés. Il y avait plein de câblos locaux, régionaux, etc. Ça nourrissait les offres, sauf que comme les Américains ont décidé de faire le fameux cord cutting, hein, c'est-à-dire de couper l'abonnement au câble. Donc les chaînes ont forcément moins de recettes d'abonnement. Et donc la tendance fait que les gens aujourd'hui vont plutôt sur des offres. Alors ça aussi, c'est le deuxième phénomène. OTT, over the top, c'est-à-dire qu'on s'abonne directement, indépendamment de son câble opérateur ou son fournisseur d'accès. Donc on choisit, on achète du Netflix, du Disney+, on peut se désabonner à tout moment, il n'y a pas d'engagement. Et puis si on est sur Disney+, pour regarder une série Star Wars et qu'elle s'arrête, eh ben, on arrête l'abonnement et puis on passe sur HBO Max parce qu'il y a une nouvelle série qui arrive. Donc en fait, on incite au nomadisme. On défait la fidélisation, et donc les chaînes qui ne misaient que sur de la fidélisation dans des gros bouquets se retrouvent un peu le bec dans l'eau, d'où ce changement. Voilà, donc c'est la SVOD qui va dominer le marché américain. Et puis à la fin, de toute façon, tout ce qu'on se raconte depuis un an, c'est à la fin, c'est la SVOD qui gagne. Bien sûr. Et puis on se rend compte aussi que les chaînes linéaires, traditionnelles, leurs jours sont comptés, sauf pour du live. Non, mais je suis pas sûr, moi. Non, parce qu'après, tu as toute une frange de la population aussi. Quand on regarde MyCanal, on en parlait tout à l'heure en antenne, c'est vrai qu'il y a des dizaines de chaînes thématiques linéaires de Canal. C'est un bouquet SVOD. Moi, je parlais plus, si tu regardes les chaînes hertziennes en France historiques, après, le marché s'est reconstruit, mais déjà, ils sont bien développés sur le replay. On parlait tout à l'heure de HPI, où Pascal, tu nous disais 9 millions en audience, mais 2 millions en replay derrière, c'est-à-dire plus de 20%. Quasiment 20% des gens qui ont regardé HPI qui est diffusé sur TF1 l'ont regardé en replay. Mais le linéaire reste toujours là. Et ces chaînes-là seront toujours présentes, c'est aussi des marques. Et puis tu as le dernier truc qui est le choix. Le problème du choix le soir, quand tu regardes une chaîne linéaire, tu n'as pas à choisir. Et ça, tu auras toujours un public. Même nous, il y a un moment, tu n'as pas envie de t'enquiquiner, tu tombes sur un truc et tu le regardes. Mais c'est vrai que perso, alors peut-être que je ne suis pas représentatif de la population, mais il est très rare aujourd'hui que je regarde, à part des programmes live, qui ne peuvent exister qu'en direct. Notamment le sport. Ouais. Voilà, le sport ou les infos, des choses comme ça. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est Mais il y a un phénomène qui est très intéressant, qui a redémarré il y a un an avec le confinement, qui a remis les chaînes de télévision avec le live et l'actualité un peu sur le devant de la scène. Mais tu en parleras tout à l'heure. Mais on voit que les séries, c'est-à-dire toute l'éducation qu'a refait en fait Netflix depuis 3-4 ans, sur cette éducation, le binge, etc., en fait, est en train de profiter aux chaînes de télévision qui, en remettant des séries à l'antenne, arrivent à recapter un public et faire des scores incroyables. Parce que franchement, de faire les scores qu'on est en train de constater là depuis 6-7 mois, au-delà du confinement, c'est qu'il y a une appétence du public, même sur la télévision, pour regarder des séries. Je pense que ça a musclé leur jeu aussi. C'est-à-dire que je pense que ces productions... il y a un certain niveau de qualité qui est arrivé, qui n'avait peut-être pas encore il y a une dizaine d'années. Au final, il n'y a plus de Julie Lescaut. J'ai rien contre Julie Lescaut, mais avec une petite exigence de scénar, de réalisation. Et c'est probablement les plateformes qui ont poussé à un moment parce que il faut avoir de la vraie création. Ça a levé le débat. Oui, puis il y a une vraie création, il y a une émulation française, entre guillemets. Il y a quelques séries très mainstream, mais qui sont vraiment propres, qui sont très bien faites, qui sont... où il y a du boulot derrière, et c'est vrai que c'est assez nouveau depuis une dizaine d'années, et c'est probablement grâce aux plateformes. Et je rappelle que Le Bureau des légendes, qui est donc une série qui est diffusée sur Canal, qui a eu ses 5 saisons, est en train d'être adaptée aux États-Unis,
Et donc ça aussi, c'est quelque chose de nouveau dans le monde des séries. On rappelle que Gaumont a aussi un grand succès avec Netflix, Narcos et Lupin, mais que ce savoir-faire français aussi est monté en gamme. Et aujourd'hui, ça permet à ces séries-là de devenir internationales. Et pour les producteurs français, c'est aussi une aubaine de pouvoir travailler avec ces plateformes. C'est amusant parce que c'est maintenant aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a aussi des chaînes françaises qui adaptent des séries américaines à la sauce française. C'était le cas de Your Honor, par exemple. Oui, Your Honor. Et puis il y en a une autre, là, que j'ai vue, je me suis dit, mais tiens, ça me rappelle quelque chose de scénar. Il y en a une qui s'est plantée, c'est une famille, l'histoire d'une famille... oui, This Is Us. Ouais, l'adaptation de This Is Us. Exactement, il y en a. Mais La Promesse sur TF1, c'est une adaptation de série. Enfin, voilà, c'est... On enchaîne avec le piratage. Tiens, est-ce que tu vas être obligé, Pascal, enfin quand je dis ça, je sais que toi tu ne pirates pas, hein, tu es parfait. Est-ce que tu vas être obligé de payer une amende de 350 €? Non, quand même pas. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette histoire au Sénat de piratage? Alors, en fait, il y a deux choses qui se sont passées. C'est qu'il y a l'examen de la loi qui doit protéger les contenus à l'ère numérique. Donc, le projet de loi est en discussion au Sénat et les sénateurs veulent absolument... imposer une sanction, comme ça se passe d'ailleurs en Allemagne, c'est-à-dire que les pirates, quand on les attrape, on leur fait payer une amende. C'est de gré à gré, hein, ça passe pas, c'est pas une amende. Hein. C'est quand même une contravention qui serait de 350 € et qui donc... Mais attends, je comprends pas. Si je télécharge un film, on va dire, de manière un peu détournée... comment ça se passe en fait? Il saurait que je télécharge un truc. Oui, alors dans les échanges peer-to-peer... C'est quoi, c'est avec la Hadopi? Oui, tout à fait. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a que les FAI qui peuvent fournir l'information que tu as piraté ou pas un film, en gros. Et la loi, jusqu'à maintenant, ne permet pas, c'est une loi de protection des données personnelles, qui fait qu'un FAI n'est pas obligé de donner, de dénoncer. Voilà. Et là, c'est peut-être ce qui se rangerait. D'accord, oui. Alors, les sénateurs sont plutôt pour mettre cette amende qui serait très dissuasive et qui permettrait de finalement d'éduquer le marché au fait de se dire c'est pas bien de pirater, parce que d'un autre côté, la Hadopi a publié ses derniers chiffres. En 2020, on était 12,7 millions de pirates mensuels. Donc à utiliser des sites illicites, que ce soit du peer-to-peer, le streaming qui augmente énormément. Tu remarqueras qu'il a dit nous, hein. Nous sommes nous les Français. Je croyais, parce que tu t'incluais dans... Non, mais je m'inclus dedans. Si je ne dis pas de bêtises, le streaming est indétectable. Hein. Je crois que c'est que le téléchargement. Si tu streames, je crois que alors en fait, parce que l'ALPA, qui est l'agence de lutte contre la piraterie audiovisuelle, en fait aujourd'hui, ils ont les URL des sites pirates, donc eux, leur boulot, c'est de les faire fermer par des opérations de police. Et ces sites de streaming qui se baladent de pays en pays, de serveur en serveur, qui font de la publicité, donc qui gagnent des dizaines, des centaines de millions d'euros, de dollars, enfin de tout ce qu'on veut, et qui donc, au global, quand même, nuisent au fonctionnement du marché. Après, c'est difficile de résister aujourd'hui, parce que quand on cherche un contenu, on cherche un film, on va dans des moteurs de recherche et souvent on nous propose des liens pirates. Ouais, je pense qu'il y a deux vrais problèmes par rapport à ça. D'une part, aujourd'hui, là aussi je ne suis pas certain, mais c'est le peer-to-peer, je crois, qui est indétectable. Le téléchargement est détectable. Donc des vrais pirates, des vrais mecs qui veulent, ils continueront, ils seront invisibles. Mais ce qui est assez amusant, c'est de voir à quel point on arrive, mais alors vraiment complètement à la fin du match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pirate est toujours un souci, mais beaucoup moins qu'il y a, si on se souvient, il y a 5-10 ans, c'était une catastrophe parce qu'il n'y avait pas les offres légales. Aujourd'hui, tu as des offres légales. Quasiment toute la population est au moins abonnée à une plateforme. Enfin, donc aujourd'hui, il y a une consommation légale qui se fait, donc les gens payent pour leur contenu. Et là, on arrive... Comme pour la musique d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, il y a encore du piratage, évidemment, hein, mais ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'époque où aujourd'hui, surtout, il y a un vrai modèle économique qui s'est créé. Et là, j'adore parce qu'on arrive vraiment complètement à la fin du match. Genre, tiens, finalement, on va pirater. Enfin, c'était il y a 10 ans qu'il fallait faire ça, comme l'a fait l'Allemagne, effectivement. Moi, je trouve ça absurde maintenant. C'est presque plus un sujet, au final, c'est peut-être pour les séries. Excusez-moi, mais c'est peut-être c'est peut-être un sujet en France, parce que justement, on parlait de cette chronologie des médias, mais quand un film est disponible aux US instantanément après sa sortie en salle et qu'il, par le biais du web, arrive en France d'une manière détournée et piratée, et qu'il n'est pas disponible en France, on peut comprendre qu'il y a des gens qui ont envie de le pirater. Alors, s'il y avait une offre, on va dire... Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, mais d'accord, mais moi je me mets à la place du client et du consommateur et du téléspectateur. Aujourd'hui, tu as des films qui sont disponibles aux US et qui vont
vont arriver peut-être 6 mois ou 1 an après en France. Bah oui, mais à un moment, il y a ce qu'on appelle, enfin, je vais pas faire le vieux réac, mais il y a ce qu'on appelle la loi, et qu'à un moment, bah, tu as des trucs que tu peux pas les acheter. Enfin, Ouais, mais on est en 2021. Ouais, Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait avoir une espèce d'harmonie, ou alors qu'on puisse nous. Ça, c'était la licence globale. Alors. Non, mais chaque marché a ses spécificités. Oui, d'ailleurs, on a essayé. Non, pas une licence globale. Après, on serait prêt à le payer. Enfin, moi, tu vois, il y a des séries. C'est ça la licence globale. Il y a certaines séries, par exemple, encore aujourd'hui, qui sont disponibles aux US et qui ne sont pas disponibles en France parce qu'elles n'ont pas été distribuées. Ouais, sur les séries, tu l'auras de moins en moins. Par rapport à avant. Ça arrive encore. Oui, mais à l'époque, tu avais 90% des séries il y a 10 ans, je dirais une bêtise. Oui, c'était pas acheté par les chaînes, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les principales, les séries les plus importantes, elles sont dispo légalement. Globalement, il y a quelques exceptions, mais sincèrement, sur les séries, voilà. Après, il y a le sujet des films. Mais bon, je pense qu'on va vers une harmonisation quand même. Déjà, même par rapport à l'époque, les sorties salles étaient très différentes. Aujourd'hui, les studios essayent de plus en plus de les sortir vraiment au même moment, d'aligner les trucs. Donc, je pense qu'on est vers la fin du phénomène. Après, il y a quand même un point que je tiens à souligner, et c'est pour ça que ce système d'amende, il a quand même quelques vertus. Il faut aussi penser à ceux qui sont à l'autre bout de la chaîne, qui sont les auteurs. Non, mais je suis d'accord. Non, mais ça, bien sûr. Il n'y a pas plus anti-piratage que moi. Ce que je veux dire, c'est que la messe, elle est dite, si tu veux. Je veux dire, tous les acteurs vidéo physiques sont morts ou sous perfusion. Enfin, ils sont dans des situations très compliquées. La VOD à l'acte est dans un état, même si elle a bénéficié un petit peu du Covid, mais globalement, c'est des marchés qui sont. C'est pas maintenant qu'il fallait prendre cette mesure, c'était il y a 5 ou 10 ans. Bien sûr, mais c'est comme l'excès de vitesse pour moi. Aujourd'hui, on sait qu'on doit rouler à temps sur l'autoroute. Si on s'amuse, on peut jouer et puis on peut perdre. Et que cette amende, en fait, elle n'est pas là pour sanctionner, c'est juste pour essayer de limiter ses effets. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura toujours des décalages de fenêtres qui font qu'un film qui sort aux US et qui n'est pas sorti en France attirera des gens, puisque, encore une fois, la difficulté, c'est aussi la responsabilité des plateformes et des FAI qui ils s'en foutent. gèrent tout le transit, mais c'est pas, c'est leur business. Ah oui. Pascal, on enchaîne avec la dernière actu. C'est ton chiffre du mois. Ouais. On est... Donc voilà. Là, on n'est pas pirate. On n'est pas pirate, on est des consommateurs légaux. Et donc le chiffre publié ce mois-ci par le CSA, c'est qu'en mars, il y avait 8,3 millions d'utilisateurs quotidiens de la SVOD. Donc ça montre que c'est quand même un vrai marché. Ce chiffre a un peu baissé par rapport au mois dernier, parce qu'il était monté en février à 9 millions. Et en temps d'usage, pour les gens qui font de la SVOD, c'est quand même 3h08 par jour. Quasiment la télé. Donc c'est quasiment le temps de consommation de la télé. 3 heures par jour de SVOD. Ouais. Par contre, sur une période de temps qui est très très courte, puisqu'on sait que la SVOD se consomme quand même majoritairement de 21h à minuit. Donc de 21h à minuit, ça veut dire que les gens qui font de la SVOD, les SVODistes abonnés, légaux, en fait, font quasiment ça tous les soirs. Très bien, merci Pascal. Et on enchaîne tout de suite avec le rendez-vous de Guillaume Boutin. On s'intéresse au top 5 des séries qui ont le plus buzzé sur Sens Critique. Et oui, le top 5 des séries du mois, donc, avec Guillaume Boutin qui a pris tous ces algorithmes, qui a mis ça dans un énorme ordinateur et qui nous sort donc ce classement. Le top 5 des séries du mois, Guillaume. Tout à fait, mon cher François. Et donc, on va commencer par Netflix, pour changer. Non, c'est pas vrai. Avec leur série Shadow and Bone. Il n'y a pas que du Netflix dans ton classement. Non. Mais cette semaine, les 3 premiers, c'est Netflix. Après, ça n'a pas été un mois. Le mois d'avril n'a pas été un mois de dingue en termes de nouveautés de séries. Il n'y a pas eu de gros trucs. Donc, Shadow and Bone, je disais, qui est donc la nouvelle série fantasy, positionnée un petit peu teen, assez classique, dans la lignée des Dark Crystal, Is Dark Material, etc. C'est une adaptation de roman fantasy, justement, Grisha, le nom de la saga. Et en 2 mots, on est au royaume de Ravka, en proie au brouillard maléfique. Mais on peut compter sur les puissants magiciens, les Grisha, qui sont un petit peu les Jedi, on va dire, de cet univers. T'en parles super bien, vraiment. Ouais. Mais figure-toi que c'est plutôt bien noté. Non, il n'y a pas d'ironie dans ce que je dis. Après, moi, c'est peut-être pas mon type de série. Et et puis on va suivre, c'est classique, le destin d'une jeune orpheline, Alina, qui sera recrutée par les Grisha. Donc c'est un univers classique, c'est ce qu'on appelle le Young Adult Fantasy, qui est un vrai genre à part entière. Production Netflix à 100%. Complètement, et qui s'inscrit dans les Hunger Games, etc. Enfin, il y a tout un... Et donc, je disais, c'est plutôt surprenant, parce que c'est un 6,4 chez nous, ce qui est quand même plutôt une bonne moyenne pour ce type de série. Il y a 2 qualités qui ressortent, mine de rien. Déjà, l'univers est assez original puisque on se transpose dans une espèce d'Uchronie du XVIIIe siècle
Et d'habitude, c'est plutôt soit médiéval, soit très futuriste, etc. Donc déjà, ça donne une petite touche. Et il y a une réalisation qui est assez ambitieuse avec des décors, des effets spéciaux. Enfin, c'est plutôt bien produit. Donc voilà. Gros budget, un budget sympathique, j'imagine quand même. Tu me poses une colle. Je ne sais pas. Mais je pense parce que moi j'ai vu une bande-annonce et c'est vrai que ça a l'air vraiment assez quali. Hein, oui, globalement, je répète, 6,4 chez nous, ça veut dire que c'est plutôt bien. Voilà, c'est au-dessus en tout cas de ce qui se fait dans ce genre. Dans ce type de choses. D'autant qu'en général, les gens qui apprécient ce type de série, ce type de thème, sont assez exigeants. Donc alors dans leur style quand même. Hein. Oui, dans leur style. C'est un truc, si tu veux, je disais, c'est vraiment un genre à part entière, comme tu as les animés, les soaps, etc. C'est assez codé. Voilà, il y a toujours une histoire d'un jeune qui va éclore, qui va lutter contre des forces du mal. Et nous libérer. Et voilà. Autre série Netflix, cette fois-ci aussi qui fait pas mal de bruit, une série de super-héros. Tout à fait, c'est la grosse sortie, c'est Jupiter's Legacy. Là, chez nous, c'est en deuxième parce que la série vient de sortir. Mais globalement, si on se projette, ça va être la série, la plus grosse série du moment. Donc on est sur du super-héros, mais avec un scénario original, lui aussi tiré d'une saga, d'un comics. Et le principe, là, on est sur les super-héros par an. Voilà. Et donc en gros, on a les super-héros qui sont nés dans les années 30. Alors il y a un petit côté intéressant parce qu'on voit un petit peu la genèse de la création des super-héros. Et je ne sais pas si vous savez, moi je l'ai appris à cette occasion, mais ils sont nés vraiment après la crise de 29. Et ils incarnaient en fait le renouveau des États-Unis et ça donnait un espoir aux gens, etc. Et bref, donc ces super-héros, ils ont vieilli, on les voit maintenant, ils doivent gérer leurs enfants et c'est assez compliqué parce que ce sont des personnages qui sont vénérés, cultes, etc. Voilà, que tout le monde adore. Et leurs enfants qui ont même leur super-pouvoir doivent grandir à l'ombre de ces héros cultes. Et voilà, et donc ça crée beaucoup de situations. On va clairement sur le terrain de The Boys, c'est-à-dire un traitement des super-héros un petit peu original. Voilà, on sort du côté Marvel classique avec les bagarres. Donc, et on n'a pas toutes les, on va dire, les personnages de Marvel, hein, puisque rappelons non, absolument. Là, on est sur une autre licence qui n'a rien à voir. Jupiter's Legacy. Voilà. Après, on va être clair, la comparaison avec The Boys s'arrête là. The Boys, chez nous, c'était une des meilleures séries de l'année. Mais vraiment top. Excellente. On a un très grand niveau. Et là, on est à 5,4. C'est quasiment sanction. Clairement, ça n'a pas plu. Après, les gens la regardent parce que c'est un événement. Je serais curieux de savoir si la série va tenir sur Netflix. Mais en tout cas, chez nous, c'est très mauvais. Dark Vador le résume assez bien. Il dit « Là où The Boys ose tout, humour acide, impertinence, originalité, Jupiter's Legacy reste dans le prévisible, le conformisme et même un esprit assez désuet du super-héros qui doit respecter son code moral. » Parce qu'en fait, ce qu'on reproche beaucoup à la série, c'est qu'il y a une moralité très américaine, un peu protestante, etc. Et puis il y a aussi les effets spéciaux qui, pour les fans du genre, sont quand même pas tout à fait à la hauteur du fond vert, pas très quali. Parce que je crois que Netflix a misé beaucoup sur cette série, non ? Parce que ils sont vraiment à la recherche de la licence super-héros qui ferait un peu de mal, on va dire, à toutes les autres. C'est ça, hein ? Ouais, et puis donc on peut imaginer qu'ils mettent beaucoup d'argent quand même là-dessus. Et puis un des problèmes, c'est d'avoir de la récurrence, parce qu'on ne parle pas des saisons qui s'arrêtent à la première saison. Et donc il faut arriver aussi à créer des rendez-vous. Et la difficulté, c'est qu'il faut rechercher des personnages et des histoires qui permettent. Là, ils vont piocher de toute façon dans les sagas existantes, dans la littérature, dans les comics, etc. Mais là, voilà, à première vue, le truc est loupé. Alors après, juste pour l'anecdote, il y a un membre qui lui défend la série et nous dit que c'est une série quasiment métaphysique, donc c'est s'appelle Altalion. Et notamment, il nous invite à nous interroger. Un être doté de super pouvoirs a-t-il le droit de vendre des vies ? Ça rejoint ainsi le rôle de juge, jury ou bourreau. Un individu peut-il donner la mort en dehors d'un système judiciaire, donc d'une société ? Le super-héros est-il au-dessus des lois ? Je vais vous laisser avec ça, vous me direz ce que vous en pensez. Bac philo, on y va. Allez. En vrai, elle pose des questions, mais peut-être. Je pense que la base est intéressante, le comics est très bon, mais l'adaptation est loupée. Troisième série Netflix, Guillaume. Tout à fait, une série espagnole qui s'appelle Innocent, qui est sortie il y a une dizaine de jours, 2 semaines. Alors c'est un peu la surprise du moment. C'est une série sur laquelle Netflix n'a pas spécialement communiqué. Alors elle s'inscrit dans le deal global qu'ils ont passé avec Harlan Coben. Je crois qu'ils ont signé 14 adaptations, si je ne dis pas de bêtises. Et chez nous, c'est un très bon bouche-oreille. Donc série qui arrive comme ça, qui n'était pas spécialement attendue. Et là, on voit, elle monte en puissance. Voilà, alors après, c'est du Harlan Coben classique. C'est Matteo
vidéo qui, après avoir été en prison parce qu'il a tué un homme sans faire exprès, enfin, dans le cadre d'une bagarre où vraiment, voilà, il se retrouve à faire 4 ans de prison. Il a refait sa vie, il a une nouvelle femme, et voilà, et un coup de fil va tout faire basculer. Et je vous en dis pas plus parce que c'est du Harlan Coben et que globalement, s'il y a bien, c'est toujours très difficile de parler des. Oui, les intrigues sont assez punchline, quoi. Oui, donc parce que pas... chaque élément, en fait, c'est vraiment un puzzle. Ça se met en place au début et en fait, on se rend pas compte des détails qui sont importants. Et c'est ça, en fait, qui va construire l'intrigue. Donc voilà, en gros, donc chez nous, c'est 7,3. C'est une très bonne adaptation. Et en plus, il y a un truc qui est intéressant qu'ils ont réussi dans l'adaptation, c'est qu'ils ont réussi à l'adapter à la société espagnole avec les enjeux politique, d'actualité de la société espagnole en toile de fond. Donc voilà, donc très réussi et petite reco. Tu l'as vu ? J'ai commencé à la regarder. Et ouais, ça tient. Après, c'est très classique. C'est du thriller. C'est du Harlan Coben, donc c'est. Tu vois, c'est dans la veine de Ne le dis à personne, de l'homme qui. Alors justement, voulait, je sais plus quoi. Netflix aujourd'hui et pas que sont en train de mettre la main sur les droits littéraires. Et il paraît que quand il y a la foire de Francfort, qui est le premier marché européen, sinon mondial, des droits de livres, en fait, vont se nourrir et achètent énormément de droits pour justement faire des adaptations. Et là aussi, le filon, il est très très bon parce qu'il est quasiment infini. Quand on parlait tout à l'heure d'aller rechercher de nouvelles histoires, de nouveaux héros, en fait, la littérature en regorge. Et on a vu que, par exemple, Lupin était numéro 1 des ventes de livres. Donc voilà, c'est encore une histoire de vase communicant, mais c'est incroyable. Et puis surtout, en achetant les droits de certains auteurs, on les bloque aux autres. C'est le double effet, quoi. Tout à fait. Et puis c'est vraiment cette guerre du contenu. Et bien sûr, de toute façon, la guerre se fera sur les catalogues. Évidemment, quand on voit que Netflix a mis combien, 17 milliards, je crois, cette année, sur la table cette année pour produire en fait du contenu, c'est quand même hallucinant. On quitte enfin Netflix, Guillaume, et on va s'intéresser à Amazon Prime Video. Tout à fait, avec une série donc, qui s'appelle Eux, donc Them en anglais. Ouais, je vous l'ai bien dit avec l'accent. Donc là, c'est plutôt une découverte. C'est pas un énorme buzz, mais c'est une série qui s'installe plutôt bien. En 2 mots, c'est l'histoire d'une famille afro-américaine qui quitte les États du Sud dans les années 50 pour aller s'installer en Californie. Voilà, ils veulent fuir évidemment le racisme, etc. Enfin, tout ce qui est déplaisant dans le sud des États-Unis. Mais pas de bol, ils vont se retrouver justement dans un univers alors très accueillant, très propre, mais très blanc. Et au final, indirectement hostile et un petit peu fantastique. On est complètement dans l'univers de Jordan Peele, pour ceux qui connaissent, donc le réalisateur de Us, Get Out, ou qui a produit la série Lovecraft Country, où il y a toujours en fait... on est vraiment dans cette... complètement, c'est-à-dire que le racisme, en fait, il y a toujours le racisme de base, et toujours une allégorie fantastique qui vient marquer le coup. Et d'ailleurs, chez nous, Freddy K, alors je ne vais pas le citer entièrement, mais je lui emprunte son analyse, parce qu'elle est plutôt intéressante. C'est une série, en fait, qui va confronter le spectateur à 2 types d'horreur. L'horreur d'un racisme écrasant, humiliant, quotidien, pernicieux, mais aussi l'horreur plus fantastique et surnaturelle, qui va en fait montrer les ravages que crée ce racisme au sein des personnages et de la famille. Et voilà, et pour résumer, je terminerai là-dessus. Boomba, qui nous dit que c'est propre, froid, cruel, avec des montées d'angoisse à la Shining. Ce n'est pas une plongée dans l'horreur, mais un quotidien de la peur qui stagne, enferme et étouffe. C'est une série très sensorielle où on sent l'oppression. Et voilà, en termes de réalisation, ça marche très bien. Donc c'est 7,3 chez nous. Recommandation aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai vu. Alors il y a des petits trucs un peu bizarres, mais franchement, très bien filmé et très sympathique. Et puis en plus, les comédiens sont excellents. Et on termine par TF1. Ben oui. Je ne pensais pas un jour que j'allais vous parler de séries diffusées en prime time sur TF1. Il faut dire que celle-là fait un carton incroyable. Tout à fait. Et disponible sur Salto aussi. Bon, j'en parle aussi parce qu'elle est disponible aujourd'hui sur une offre de streaming. Elle est sortie le 16 avril. Et c'est vrai que c'est une série... Alors, au niveau du grand public, au niveau des audiences, c'est une série phénomène. C'est plus de 9 millions de téléspectateurs, monté à 11 avec le replay. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu ça depuis des années. 15 ans. Depuis 15 ans, voilà, on n'avait pas vu ça sur TF1. C'est la revanche de la télévision quand même. On se rend compte que la télé n'est pas morte. On n'avait pas vu ça depuis 15 ans quand même. Ouais, mais réussir aujourd'hui, en 2021, avec toute la concurrence, à réunir 9 millions de personnes, il y a quoi ? C'est des événements, c'est Macron quand il parle à la télé ou des matchs de foot, quoi. Ouais, c'est juste en dessous, mais pour la fiction, c'est énorme. Oui, mais ce qui est intéressant, parce que nous, on n'a pas de base, nous, le public TF1, mais c'est marrant de voir que cette onde
a irradié jusqu'à chez nous. Et c'est une série qui est même plutôt bien notée, 6,3. Voilà, pour une série comédie française, perso, j'aurais jamais parié dessus. Voilà, donc c'est l'histoire d'une histoire très classique. Hein, une femme qui a une vie compliquée, qui est femme de ménage, qui a ses ex-maris, ses crédits, ses enfants, etc., qui va se retrouver consultante pour la police parce qu'elle a un HPI, donc un haut potentiel intellectuel. Bon, en gros, elle est surdouée, elle a, je sais plus, 150 de QI, et donc elle va les aider à résoudre plein d'enquêtes. Donc c'est, je répète, schéma classique du personnage un petit peu hors norme qui vient aider la police, qui apporte sa petite touche de folie. Voilà, on a vu ça dans Le Mentaliste, Profilage, etc. Voilà, mais globalement, ce qui ressort chez nous, c'est que ça fait le job, c'est divertissant, c'est drôle, et c'est vraiment Audrey Fleurot qui ressort aussi beaucoup, à la fois dans son jeu, et elle a aussi participé à l'écriture, donc elle porte en plus vraiment la série, et elle est sortie en plus de son personnage d'Engrenage notamment, qui était un personnage très sombre, très dark. Là, on change complètement d'univers. Voilà, donc je pense que c'est intéressant à regarder aussi. Voilà, HPI. Voilà pour le top 5 donc de Guillaume. Messieurs, on va tout de suite accueillir notre invité et on va parler d'un nouveau service de SVOD qui arrive chez Sony, et exclusivement chez Sony. On va tout vous expliquer dans un instant avec Sébastien Minot qui nous rejoint, qui est l'un des porte-parole de Sony France. Un constructeur de téléviseurs qui propose une offre de SVOD. Il n'y en a pas beaucoup. Alors évidemment, hein, on trouve de la SVOD sur Samsung, sur peut-être aussi d'autres fabricants de télé, mais c'est vrai que Sony a quand même la légitimité de proposer un contenu particulier. On va en parler avec Sébastien Minot. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes responsable produit TV chez Sony France. Je vous présente Guillaume Boutin et Pascal Le Chevalier qui est à vos côtés et qui pourront aussi bien évidemment vous poser leurs questions. On est là pour parler donc de Sony Bravia Core. Alors Sony Bravia, on connaît, hein, c'est le modèle des télévisions de chez Sony. Voilà, Sony qui, on le sait, et la rédaction de zeronet.com qui teste souvent des télé Sony le dit et le répète. Voilà, les télé Sony font partie des meilleurs téléviseurs du moment. Là, on va évoquer quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que quand on achète une télé Sony, vous allez rentrer un petit peu dans les détails, on peut avoir accès en fait à un catalogue de films Sony compris dans le prix de la télé. Exactement. Donc, comme vous l'avez souligné, ce service s'appelle Bravia Core. Il est inclus dans tous les nouveaux téléviseurs en fait de Sony, donc les Bravia XR qui viennent d'être annoncés et qui sortent sur le marché. Donc, dans ce service, on va effectivement retrouver tout un catalogue de films de Sony. Et la particularité en fait de ce catalogue, c'est que vous avez des films qui sont au format IMAX Enhanced, mais également qui ont une qualité similaire à la qualité du Blu-ray HD. Donc ça, c'est très intéressant pour l'utilisateur pour vraiment avoir du contenu de qualité sur son téléviseur. Et donc, quand on achète effectivement son téléviseur Bravia XR, en fonction du téléviseur qu'on achète, on va avoir des crédits pour pouvoir acheter et télécharger entre 5 et 10 films, mais on va également pouvoir streamer pendant 24 mois ou 12 mois un certain nombre de films que vous allez retrouver sur cette plateforme. Donc il y a deux séquences en fait. Il y a des crédits qui me permettent d'acheter des films, j'imagine, plus récents. Exactement. Voilà, qui font partie donc de cette offre de VOD là. Hein. C'est pas de la SVOD. Non, c'est pas uniquement de la SVOD. Mais aussi, parallèlement à ça, il y a une offre de SVOD qui est peut-être plus du fond de catalogue, où là, pendant 12 ou 24 mois, j'ai accès en fait en illimité à des films. C'est ça, exactement. Pendant toute cette durée-là, vous avez accès à ces films de haute qualité. On insiste beaucoup là-dessus, puisque voilà, compte tenu de la qualité des écrans Sony aujourd'hui, c'est important pour nous aussi que le client puisse bénéficier de la qualité maximum sur ces films. Oui, c'est ça, c'est un peu la vitrine technologique de la télévision que j'ai achetée. C'est-à-dire que pour avoir la meilleure image et le meilleur son avec une télé Sony, en passant par votre service, eh bien, j'aurai la super démo avec le top de l'image, quoi. Exactement, voilà. Vous retrouvez vraiment cette qualité extraordinaire, avec en plus donc derrière les téléviseurs Bravia XR qui ont un traitement d'image basé sur l'intelligence cognitive, donc qui vraiment vont permettre d'analyser l'image telle que le cerveau humain l'analyse, pour pouvoir vraiment avoir un contenu réaliste et de haute qualité quand on regarde son film sur sa télé.
Alors, juste qu'on rentre un petit peu dans les détails, c'est pas toutes les télé Sony qui me permettent d'accéder à ce système, hein, c'est ça? Non, c'est uniquement les séries avec le processeur Bravia XR. D'accord, donc on est sur du haut de gamme. Plutôt du haut de gamme, oui. Voilà, quelles sont les fourchettes de prix là sur ces télés? Alors ça va varier, mais on va être entre 1500 2500 euros. Tout dépend de la taille, voilà, évidemment. Tout dépend de la taille, effectivement, de l'image, Et alors, de la télé. J'imagine que plus la télé est chère, plus j'aurai une durée longue de services de SVOD comprise dedans et plus de crédits, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, pour donner 2 exemples concrets, vous avez aujourd'hui la A90J, donc, qui est la télé haut de gamme Sony sur l'OLED, donc, qui intègre ce Bravia XR, où là vous allez avoir un crédit pour télécharger 10 films, mais également pouvoir streamer le contenu pendant 24 mois. Et à contrario, le modèle un tout petit peu en dessous, vous avez la A80J, où là, effectivement, vous aurez accès à 5 films et puis 12 mois de streaming sur la plateforme. Quel type de film je retrouve dans cette offre? Alors vous allez retrouver essentiellement du film Sony Pictures, donc tout le catalogue de Sony Pictures, mais ça va être du film pour la partie streaming un peu plus qui date un petit peu. Oui, mais c'est avec le fond de catalogue, quoi, on va dire. Les premiers Spider-Man, des choses comme ça. Voilà, c'est des choses un petit peu comme ça. Après, pour la partie où vous téléchargez du film, là l'idée c'est vraiment de proposer des films plutôt récents au client, à l'utilisateur, et donc de vraiment pouvoir bénéficier des dernières sorties de films aussi en direct sur son téléviseur, dans son salon, avec une expérience cinéma. Voilà, donc là on retombe sur la VOD, hein, j'imagine Pascal, donc c'est des films qui sont sortis quelques mois après les salles, c'est ça, donc des films Sony Pictures, oui, c'est ça? Oui. Très bien, est-ce que vous avez des questions, messieurs? Quel est le prix, au-delà, une fois qu'on a épuisé ses crédits ou qu'on a le bout de l'abonnement de la SVOD, quel va être le prix des films en VOD et de l'abonnement SVOD? Donc aujourd'hui, en fait, une fois qu'on a épuisé ses crédits et sa durée de streaming, on ne peut pas en fait souscrire un abonnement supplémentaire. C'est des choses sur lesquelles on est effectivement en train de travailler, mais aujourd'hui, on a un petit peu de temps pour pouvoir travailler sur ce sujet. Donc ça veut dire que si je m'abonne, si je prends la plus petite télé, je vais donc avoir un abonnement de 12 mois. Oui. Au bout de 12 mois, je ne peux plus utiliser le service du tout. Même si je voulais l'utiliser. Cela dit, comme ça vient d'être lancé, on peut imaginer que dans un an, il y aura prévu. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, il n'y a pas encore le système qui permet de s'abonner ou d'acheter des films supplémentaires. C'est des choses qui sont effectivement à l'étude à l'heure actuelle pour pouvoir permettre aux utilisateurs de pouvoir prolonger cette expérience. Mais ce seront des prix du marché, ou est-ce que vous savez, ou pas d'ailleurs? Si on va se positionner dans le sens du marché, moins cher, plus cher? Là, je suis incapable de vous répondre à ce stade. Ça existe dans d'autres pays, je crois, hein, Sébastien, cette offre-là. Hein, c'est pas spécifique à la France. Alors oui, bien sûr, c'est vraiment un catalogue européen, où on retrouve vraiment tout ce contenu sur l'ensemble des télés vendues en Europe par Sony, les télés Bravia XR. Très bien. Et c'est pas sur PlayStation pour l'instant? Ce n'est pas sur PlayStation à ma connaissance. Et justement, est-ce que dans ces nouveaux téléviseurs, vous intégrez d'autres services nativement qui bénéficient de cette techno, mais qui appartiennent à d'autres opérateurs? Alors, le traitement d'image Bravia XR, oui, est disponible sur l'ensemble des services qu'on embarque. Donc, vous allez retrouver Netflix, Disney+, sur les télés Bravia, bien évidemment. C'est de l'Android TV. Hein, voilà, c'est exactement. Donc, on a accès en fait à tout le catalogue Android TV. On est passé sur Google TV avec cette nouvelle génération. Donc oui, vous avez ce traitement d'image. Néanmoins, la qualité équivalente à un Blu-ray, vous ne la retrouverez aujourd'hui que sur Bravia Core, puisqu'il faut derrière, pour atteindre ce niveau de qualité, un débit de 80 mégabits par seconde, pour ceux qui sont un peu plus techniques. Et donc, c'est des débits effectivement que Bravia Core permet par rapport à d'autres services qui existent aujourd'hui. Et autant vous dire, 80 mégabits par seconde, vous avez intérêt à avoir la fibre optique. Hein, parce qu'autrement, ça va bien. Mais évidemment, le débit s'adapte. Hein, c'est-à-dire que si par exemple on n'a pas 80 mégas, on va descendre en qualité, mais on pourra quand même regarder un film. Hein, oui, je crois, de ma connaissance, oui. Alors, juste un mot sur cette technologie Bravia Core qui est assez intéressante, que vous avez présentée, je crois, à l'occasion du CES qui s'est pas déroulé cette année, qui était en visio, hein, parce que d'habitude c'était à Las Vegas, cette année effectivement c'était en visio. Et c'est assez intéressant parce que vous estimez que en fait, la qualité d'image
s'adapte en fait à notre vision. Et donc, il y a tout un système d'intelligence artificielle que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Alors c'est ça, en fait toute cette analyse se base sur le processeur, est faite par le processeur Bravia XR qui va venir analyser et traiter l'image en fonction de comment le cerveau humain vient interpréter en fait l'image qu'il est en train de voir sur la télé. Donc on fait typiquement en premier lieu le point sur le sujet. Donc en fait le processeur va venir ici adapter les pics lumineux, optimiser les contrastes, optimiser les noirs pour avoir vraiment des noirs encore plus profonds et parfaits au niveau de l'écran. Donc pour vraiment aider le cerveau humain à interpréter cette image et avoir un niveau de réalisme en fait jamais atteint aujourd'hui sur une image de télé. Il y a une vraie différence ? Enfin, je veux dire, c'est pas que du marketing, j'imagine. Il y a une vraie. Si. non, mais aujourd'hui, on sait que la qualité d'image des télés est vraiment excellente. Hein, et c'est ça qui est top, c'est qu'aujourd'hui, avec des processeurs vidéo qui progressent, il y a une vraie différence. Quand on voit une télé avec votre système, on se dit waouh, il y a quelque chose. Écoutez, aujourd'hui, quand je vois les premiers retours qu'on a sur le marché, sur ces télés-là, où on loue la qualité d'image, on loue également le pic lumineux qu'on est capable d'atteindre avec ces télés-là, je pense que oui, on peut vraiment dire qu'il y a une vraie différence sur le marché qui est apportée grâce à ce processeur Bravia XR sur la qualité d'image et donc l'expérience client qu'on offre aujourd'hui avec les télés Bravia. Sébastien, dernière petite question. On imagine que l'année 2020 était une année exceptionnelle en matière de vente de télévision. Alors, le marché, évidemment, a explosé. J'imagine que chez Sony aussi, ça a été le cas ? Écoutez, marché effectivement un peu exceptionnel. Tout le monde a cherché un petit peu à s'équiper pour bénéficier, pallier au manque de salles de cinéma, donc pouvoir regarder des films chez soi. Mais oui, on est très content de l'année 2020 qui s'est écoulée et on regarde encore plus cette année 2021 avec ces nouveaux télés et notamment avec l'arrivée de l'Eurocup qui va permettre à tout le monde de s'équiper également. Et des JO. C'est vrai, des JO qui va permettre encore de pouvoir développer notre expertise et puis notre chiffre d'affaires sur le marché français. Et puis en plus, il paraît que la taille moyenne des téléviseurs vendus augmente. C'est-à-dire que les gens veulent des télés de plus en plus grandes. Vous le voyez, ça, concrètement ? Oui, et d'ailleurs, vous faites bien d'en parler, puisque ce matin même, on a annoncé sur ce même téléviseur A90J, en fait, une version 83 pouces, donc qui va tout simplement... Ça irait très bien chez Guillaume, ça, 83 pouces. Voilà. Moi, j'ai 77. Oh, le frimeur. Mais alors, c'est pas possible, ce Pascal. J'ai un 77. Je me suis arrêté, moi. Voilà, donc... Et à un moment, je trouvais ça hégémonique dans mon salon, en fait. J'ai hésité à aller sur les différents, mais je me suis dit, en fait, mais je vois plus rien, donc. 83 pouces. Donc 83 pouces annoncé ce matin même. Donc qui va tout simplement être le téléviseur OLED le plus grand du marché, pour le grand public. Et puis avec une qualité d'image extraordinaire, puisque vous retrouvez bien évidemment le même processeur et les mêmes caractéristiques qui ont déjà été mises en avant par la presse sur ce. Et vu le prix de la télé que vous allez nous donner dans un instant, je pense que là, vous pouvez nous offrir 100 ans de Bravia Core HD, parce que je pense que là, elle est à combien, la 83 Alors, je crois qu'elle est aux alentours des 10 000 euros. Merci beaucoup, Sébastien. Et donc, vous avez quand même une offre de précommande très intéressante, donc je vous invite à en profiter. En plus, mais là, on tutoie l'excellence en matière de télévision. Franchement, là, un 83 pouces en OLED, c'est du pur délire. Merci beaucoup, Sébastien. Avec plaisir. Et voilà, et donc, si vous êtes tenté par une télé Sony, essayez de vous tourner plutôt vers donc le haut de gamme pour avoir ce Bravia Core. Merci beaucoup. Et puis merci aussi à Guillaume Boutin. Salut François. Cofondateur de Sens Critique, bien sûr. N'hésitez pas à regarder un petit peu toutes les séries qui buzzent sur Sens Critique. Et puis Pascal Le Chevalier qui est là pour chaque mois nous donner son expertise sur ce marché qui est passionnant et qui bouge de mois en mois. C'est ça qui est génial. Merci à tous les trois. Cette Ultra Haute émission est terminée. On sera là bien sûr le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à réagir avec le hashtag UHE comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur Twitter. À très vite.